Les limites. Je n'ai jamais bien trouvé mon mari intelligent, mais je ne pensais pas qu'il deviendrait con, à ce point. Cette mauvaise appréciation a été un handicap au quotidien, et il m'a été très difficile de parcourir les premières années de ma vie d'adulte avec un minimum de sérénité. Comme beaucoup de jeunes filles en fleurs, je me berçais de douces illusions en pensant qu'avec le temps, il changerait, s'améliorerait et s'ouvrirait davantage. Son éducation rigide, les nombreux coups qu'il prenait sur la gueule pour son bien, lui avaient bloqué certains réflexes que je pensais inhérents à tous. Je ne voulais pas croire que la volonté première de chacun n'était pas d'être curieux de tout. Avoir faim de connaissances coulait de source. En toute bonne foi, je croyais que libéré du joug paternel, mon époux montrerait des signes d'intérêt pour ce que j'estimais fondamental, à savoir réfléchir avec sa tête, puis analyser ses automatismes. Ma candeur ne dura pas. En quelques années, je fis d'amers constats. Mathieu était un crétin de première et il le resterait. Je ne pourrais rien contre sa volonté farouche de se fixer des limites, de rester dans sa zone de confort. D'ailleurs, les faits me renforçaient dans mes nouvelles convictions. En 15 ans, je n'avais jamais vu Mathieu ouvrir un livre. Même dans le journal local, il ne lisait que les chapeaux, et encore quand ils étaient écrits en gros et qu'il commentait des sports de première division. Ça ne l'empêchait pas de discuter avec ses camarades de boisson pendant des heures après le taf, tandis que je torchais notre sotte engeance d'une main tout en préparant la bouffe de l'autre. Parler pour bouger leur bouche sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, se la raconter, ne les gênait pas plus que ça. Le marrant avec les imbéciles, c'est qu'ils s'amusent de leur imbécilité. Au troisième chiard, j'ai décidé d'arrêter les frais. D'autant plus ardemment que sur mes 3 enfants, il y en avait un de particulièrement abruti, aux gènes particulièrement mal répartis. La connerie de son père d'un côté et ma faible constitution de l'autre n'allaient pas lui ouvrir beaucoup de portes. Je me suis dit que ma vie serait pourrie si je ne me sortais pas les doigts. Il était pourtant prometteur, le Mathieu. En réalité, il était surtout beau, musclé, sportif. Ses maladresses me faisaient rigoler parce qu'à l'époque, je les prenais pour de l'humour. En fait, ce n'était que des maladresses. Il me fixait avec un sourire tranquille, me disait que j'étais belle et se fondait d'un je t'aime que je souhaitais sincère. Mais Mathieu n'aimait que l'idée de l'amour et n'adulait en moi que mon salaire d'enseignante, garanti sur facture. Et oui, c'est triste à pleurer des épines. Avec le recul, j'arrive à me souvenir des bons moments, mais ça ne me suffit plus. Parce qu'à force de l'entendre déblatérer, je me lasse. Je me désespère. Il est devenu le chantre des lieux communs les plus abjects. Ces saillies stupides ont achevé mes restes de bons sentiments à son endroit. Les enseignants sont des feignants. Les fonctionnaires sont des branleurs incompétents. Les patrons sont tous des salauds et des profiteurs. Comment résister? Involontaire parodie, Mathieu sortait des râles insanes de sa bouche. Je ne pouvais plus leur prêter la moindre attention. Et pourtant, il prodiguait à qui voulait l'entendre des conseils pour tout et sur tout, avec cette certitude qu'ont les grands, qu'ont de dire du fondamental, de l'indiscutable. Il allait d'un couplet à l'autre, tel un saltimbanque, un magicien de rue à la recherche de son public. Mais sans aucun talent, c'était difficile de trouver des spectateurs. Il parlait sans vergogne de l'autorité alors qu'il était incapable de se faire obéir de ses propres enfants. Il parlait de courage comme vertu cardinale alors qu'il en manquait cruellement, qu'au moindre bobo qui piquait, il gémissait. Il avait même un grand couplet sur la formation continue, de la nécessité de se cultiver encore et toujours, d'être curieux de tout, car le monde bouge et personne ne va t'attendre. Pourtant, son chef, d'après Mathieu fin perspicace, un connard, le rabrouait sans cesse parce qu'il n'utilisait pas correctement l'ordinateur qui gérait la production du service dont il dépendait. Ces fameux ordinateurs qu'il maîtrisait quand il s'agissait de jouer en ligne avec d'autres abrutis et qui bientôt allaient robotiser son poste de travail pour le laisser sans voix. Il pourrait alors hurler en défilant dans la rue avec ses collègues, hurler à la trahison comme si ses employeurs avaient des devoirs moraux. À l'évidence, seule la liberté de pouvoir l'ouvrir à tout moment est ce qui lui restait. Mais sans la remettre en cause, je m'aperçus au fil des ans qu'elle pouvait faire l'objet d'un usage discutable. J'ai fini par le détester, détester les gens comme lui, détester les imbéciles qui nous font tomber les bras et souffrir de désespoir, détester ceux qui pensent qu'une femme, si elle n'a pas été gravide, ne sera jamais une vraie femme, ceux qui pensent qu'un pédé n'est pas un homme, ceux qui ne causent pas pareil, qui ne prient pas pareil, qui ne procèdent pas pareil.
J'avais fini par détester ces érudits de la connerie et Mathieu en faisait désormais partie, définitivement. Dans ma candeur immature, je pensais que mon devoir était de m'enrichir des différences de l'autre pour vivre en harmonie avec lui et mieux supporter les confrontations brutales que nous imposaient nos sociétés. Mon mari, lui, ne pensait tout simplement pas. Spectateur d'un monde complexe, il l'avait réduit à sa mesure, c'est-à-dire à pas grand-chose. Avec le temps, l'érosion et l'envolée quotidienne des neurones qu'il ne songeait pas à compenser, il avait vite changé. Vrai, Mathieu, tu as bien changé depuis ce trop d'années. T'es devenu tout carré, le cerveau étriqué. Te voilà muré dans de bêtes certitudes qui ne te rendent même pas heureux. Je lui avais souvent reproché les limites qu'il se fixait parce qu'elles l'empêchaient d'avancer mieux, plus loin. Mais il ne m'écoutait pas ou ne me comprenait pas. Il s'en sortait d'une pirouette imbécile, pompé dans les répliques des films violents et abrutissants dont il s'abreuvait tard dans la nuit, pour s'endormir comme une masse, épuisé et surtout délivré de ses devoirs conjugaux. Nous n'avions plus de projet commun. Son inertie m'avait découragé puis usé. Je n'ai plus envisagé le moindre changement ou une quelconque amélioration. En tout cas pas avec moi. Les années se sont écoulées, nos enfants ont grandi bien nourris mais croissant à découvert, car sans âme sérieuse pour affronter la vraie vie. Les contradictions et la permissivité de leur père annihilaient la bonne volonté de leur mère qui s'efforçait de les éduquer. Je m'en suis d'abord voulu d'avoir trop attendu, d'avoir été aussi naïve, de ne pas avoir su comprendre cette force qui balait tout sur son passage, l'immobilisme. Mais j'étais en fait tout aussi responsable, comme j'allais l'être de mes décisions et de mes actes futurs. J'ai d'abord voulu me barrer loin de ce mari que j'abominais, mais je voulais aussi faire face, assumer de front mon erreur. Je lui aurais bien dit « Tu vois, moi aussi, j'ai des limites », mais il n'aurait pas compris. Il s'est réveillé avant de rendre son âme à qui bon lui semblait. Il m'a fixé, surpris, pas même effrayé. Une belle entaille profonde d'une oreille à l'autre et les jets de sang qui m'éclaboussaient. Finalement, j'ai choisi de lui trancher la gorge pendant son sommeil avec un coupe-chou que lui avait légué son père. Cela avait été facile à faire et presque agréable.